Bonjour à tous, très très heureux de vous retrouver pour ce numéro spécial en prise directe, émission spéciale, émission un peu extraordinaire d'ailleurs parce qu'on va réunir dans quelques instants les 4 principales banques françaises pour s'exprimer. C'est une première, on va en parler évidemment pendant près d'une heure. C'est vrai que c'est un sujet essentiel, le secteur bancaire. Il y a la stratégie bien sûr, on parlera du climat, évidemment on ne parle que de cela. On va parler de la tech, de l'intelligence artificielle. Elle est partout, cette tech, elle est sur nos téléphones. C'est peut-être une autre manière finalement de consommer de la banque. Et puis on parlera des salariés, bien entendu. C'est une émission organisée par le syndicat national de la banque, le SNB, le premier syndicat du secteur bancaire. On va parler de tous ces sujets librement, et c'est une première. Permettre à des patrons de banque, des directeurs de banque, ceux qui président aux destinées de plus de 400 000 salariés, de s'exprimer sur ce plateau. Et je vous présente mes invités. Laurent Mignon, merci d'avoir répondu à notre invitation. Président du groupe BPCE, président du FFB, Fédération bancaire française, et non pas la Fédération française de basket, hein, c'est bien ça. Merci en tout cas d'avoir répondu à notre invitation. Sébastien Proto est avec nous. Bonjour, vous êtes directeur de la stratégie, directeur général adjoint d'une des plus anciennes et plus grandes banques de France, la Société Générale. Merci d'avoir répondu à notre invitation. À vos côtés, Michel Mathieu. Bonjour, merci d'être là. Directeur général du LCL, membre du comité exécutif du groupe Crédit Agricole. Merci d'être avec nous. Et puis en visio, Nicolas Terry est avec nous. Bonjour Nicolas, président du groupe Crédit Mutuel CIC. Vous serez avec nous en direct évidemment dans cette émission. Et puis je vous présente Frédéric Guyonnet, parce que j'évoquais cette première, et effectivement c'est une première. C'est vous, Frédéric Guyonnet, président du SNB, qui avez porté à bout de bras, souhaité cette émission. Quel est l'esprit, quelle est la démarche ? Alors depuis quelques mois, depuis quelques années, on constate beaucoup de départs dans le secteur bancaire. Alors le turnover entre les banques, ça a toujours existé pour des questions de salaire, de carrière. Mais ce qui nous inquiète, c'est que des salariés quittent le secteur bancaire. Et pour ceux qui restent, en fait, nous sommes interpellés sur des inquiétudes. Et qui de mieux que les dirigeants des grands groupes bancaires français pour répondre à nos questions ? Voilà, les règles du jeu, 3 parties dans notre émission, la stratégie, la tech, l'intelligence artificielle, et on terminera par les salariés. Tout de suite, on se tourne vers la stratégie qui est vraiment le nœud de la guerre, la stratégie, ou les stratégies d'ailleurs, c'est tout de suite. La stratégie, les stratégies pour chacune de ces parties, Frédéric Guyonnet, vous allez être un peu le porte-voix de vos adhérents, mais aussi des salariés. Sur cette question de la stratégie, quels sont les sujets importants ? Alors, il y a 3 points. Je rencontrais encore la semaine dernière une salariée du Crédit Mutuel qui nous disait qu'elle vendait de plus en plus de produits. Il y avait une diversification de plus en plus importante au niveau des produits à la carte dans sa banque, et elle était inquiète en disant « mais jusqu'où cela va s'arrêter ?» Et puis, on a aussi beaucoup d'inquiétudes sur les banques en ligne. Est-ce qu'un jour, elles vont dépasser les banques traditionnelles ? On sait qu'il y a de moins en moins de clients qui viennent en agence, et donc il y a aussi cette inquiétude-là vis-à-vis des banques en ligne. Et les nouvelles générations qu'on voit arriver dans notre secteur, qui ont une forme, qui défendent des valeurs, une éthique, sont très tournées aussi vers ce qui est écologie, le RSE, toutes ces choses-là, et nous posent des questions sur le fait, est-ce que la banque demain sera un grand acteur sur le plan écologique ? Voilà. Le sujet est posé, je vous pose la question, et là c'est un sujet fondamental. Je ne sais pas qui va ouvrir ce débat, mais cette question de la stratégie et de la diversification de vos activités, elle est essentielle. On va en parler avec vous, Laurent Mignon, Sébastien Proto, peut-être Nicolas Terry ou Michel Mathieu. Quelle est votre stratégie BPCE ? Tiens, commençons par vous, Laurent Mignon. Parce que certains disent, mais peut-être qu'un jour, dans les agences bancaires, on vendra des vélos, on vendra de l'assurance, on vendra des cyclomoteurs. Enfin, que sais-je ? Dans un espace commercial, on peut tout vendre. Oui, vous avez raison, on peut tout vendre, et en même temps, là c'est notre vision, hein, pour le groupe BPCE, il faut que ce qu'on vende soit légitime pour le faire. Moi je pense que les banquiers ont élargi leur
leur palette de produits et de services qu'ils apportent aux clients, et ils doivent le faire progressivement autour d'un univers de besoins qui correspond à ce que le client attend d'un banquier. Et qu'est-ce que c'est qu'un banquier? Avant, on faisait que de l'épargne. Les caisses d'épargne, par exemple, c'est typique, puisque les caisses d'épargne, historiquement, ne faisaient que de la collecte d'épargne, et puis progressivement, elles ont fait du crédit. Et puis maintenant, on a élargi, on fait de l'assurance, on fait de l'accompagnement de plus en plus autour de ces thèmes-là. Alors, qu'est-ce qui est légitime ou pas? Chacun peut le périmètre. réfléchir. Nous, on considère qu'un banquier, il a une position particulière qui... C'est quelqu'un en qui on fait confiance. C'est un tiers de confiance. Vous confiez historiquement votre argent à votre banquier parce qu'il va le mettre dans un coffre-fort et qu'il va le protéger. Demain, c'est la même chose sur beaucoup de sujets. À partir du moment où vous avez une activité qui est celle d'un tiers de confiance, vous avez une forme de légitimité autour de ça. Alors, bien sûr... Donc le cœur de métier, pour vous, c'est cela? Le corps de métier, c'est d'abord collecter l'épargne et prêter, parce le banquier, c'est un trait d'union entre ceux qui épargnent et ceux qui ont des projets. C'est un peu ça notre rôle, historique, transformer l'épargne de certains dans le financement des projets des autres. Mais c'est de plus en plus aussi protéger le patrimoine des uns et des autres avec l'assurance vie. On est devenu un acteur, les banques sont les premiers acteurs de l'assurance vie. Et puis c'est protéger les biens, donc l'assurance. Et progressivement, autour de ça, cette logique de tiers de confiance qui est là pour protéger, vous accompagner dans vos besoins financiers, protéger vos patrimoines, devient quelque chose de légitime. Sébastien Proto, j'entends là une réponse du patron de la BPCE, mais aussi celui qui dirige la Fédération bancaire française, mais côté Société Générale, on va en parler avec vous. Évidemment, il y a Boursorama, il y a les banques en ligne. La BPCE a fait un autre choix. C'est intéressant ce plateau parce que il y a beaucoup de sujets qui vous réunissent et en même temps, vous êtes des concurrents, ce qui fait évidemment toute la tension et l'intérêt de cette émission. Quelles sont vos stratégies de diversification, si d'aventure vous en avez? D'abord, je partage beaucoup de choses qui ont été dites par Laurent Mignon. Je pense qu'il faut distinguer les revenus de la banque et ce que fait un conseiller en agence. Ce n'est pas exactement la même chose. La diversification des revenus d'une banque, au fond, elle peut être assez large. Je vous donne un exemple. Le groupe Société Générale est en train de devenir le numéro 1 mondial des services à la mobilité. On est numéro 2, on est en train de devenir numéro 1 parce qu'on rachète un autre groupe dans les services de mobilité, flotte de véhicules par exemple, pour les entreprises. Ça, c'est la diversification de notre modèle bancaire. Et donc, on essaie de l'élargir. Et ensuite, il y a ce que fait un conseiller en agence. Et je suis d'accord avec Laurent Mignon, c'est un banquier. C'est d'abord un banquier. Ah oui. Et ça doit rester un banquier. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas vendre des choses un peu différentes de ce qu'il faisait historiquement. Mais, comme le dit Laurent Mignon, on ne peut pas non plus vendre tout et n'importe quoi dans une agence. Il faut rester un banquier. Et donc, on est sur des services qui sont le prolongement de cette fonction de banquier. Donc, pour vous donner des exemples très concrets, un banquier doit vendre de plus en plus de l'assurance. Et il y a un lien, c'est la notion de tiers de confiance. Ce sont les événements de vie qu'on partage avec nos clients. Mais il y a des services qui peuvent être très utiles à nos clients et qu'on essaie de leur proposer de plus en plus. Et je pense que ça concerne toutes les banques, les grandes banques françaises. Par exemple, un client particulier, quand il fait un prêt immobilier, ça veut dire qu'il va déménager. Bon, il y a des services qu'on peut lui proposer pour faciliter son déménagement. Un professionnel, un indépendant, une petite entreprise, quand elle se lance, elle n'a pas forcément la capacité à gérer très efficacement, ou à moindre coût plutôt, sa trésorerie. On propose des services qui accompagnent nos clients dans ces premières années de constitution de l'entreprise. Mais on reste fondamentalement des banquiers. Et ce que veulent nos conseillers, parce que vous avez évoqué le sujet de l'attractivité de notre métier, la capacité à les garder, au fond, c'est de rester des banquiers et de l'être de plus en plus et de mieux en mieux. C'est vraiment le sujet. Donc la diversification, oui, si elle est au service de ce métier de banquier. Je vais donner la parole à Nicolas Terry, il est avec nous, puis je donnerai la parole à Michel Mathieu qui est avec nous. Mais Nicolas Terry, c'est intéressant parce que CIC Crédit Mutuel fait partie de la banque qui a choisi la stratégie de la diversification. Vous avez été la première à diversifier. C'est un choix totalement assumé, cette diversification. Totalement. Et qui doit aller encore plus loin. Nous, on a la conviction que les frontières de la banque, et d'ailleurs Sébastien et Laurent l'ont bien esquissé, sont devenues plus floues, plus
plus flexible. Notre vrai métier, c'est la protection des clients, des sociétaires. Et pour nous, être banque assureur, vendre aussi de la protection du domicile, hein, offrir des services sur une plateforme de marché pour le déménagement et des services associés à l'immobilier, vendre des logements neufs et bientôt anciens fait partie de notre métier. C'est-à-dire que pour nous, la caisse de crédit mutuel, l'agence bancaire doit être un centre de services de proximité dans lesquels les clients pourront trouver les réponses à des attentes de protection, de maîtrise de leur budget importantes. Alors, est-ce que ça veut dire, j'ai bien entendu tout à l'heure Frédéric Guionnet dire j'ai rencontré un conseiller du Crédit Mutuel qui trouve que la vie est dure. Est-ce que ça veut dire que les conseillers deviennent des jongleurs dans un j'allais dire un catalogue très, très compliqué? Je ne le pense pas, et c'est là où la technologie est clé. Et pour nous, elle a deux effets très, très, très puissants. La première, c'est que nous avons une plateforme numérique unique. Que vous ayez 4500 caisses et agences locales reliées à cette plateforme unique ou des plateformes téléphoniques, c'est la même chose. Donc c'est pour nous, la technologie est un moyen de rester présent sur les territoires. Et puis on en parlera certainement sur l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, c'est un choix qu'on a fait en 2015. Aujourd'hui, on a 20% de nos ventes qui sont accompagnées par l'intelligence artificielle. Et donc l'idée, c'est bien de créer une relation augmentée entre un conseiller qui a les outils, les moyens d'être efficace et un client qui a aussi beaucoup de digitalisation et les outils et les moyens pour nouer cette relation de manière productive. Nicolas, voilà, vous allez vite en besogne parce que c'est notre deuxième partie, mais c'est pas grave parce qu'on voit bien que tous les sujets sont imbriqués les uns aux autres, que ce soit les collaborateurs dans les agences, la technologie évidemment et la stratégie globale, puisque ces trois sujets évidemment s'emboîtent. Michel Mathieu, côté LCL, votre stratégie, puis j'avais envie de basculer parce que ce sujet-là, je sais que vous en parlez entre vous, en off, hors caméra, qui sont ceux en dehors de la banque qui se disent tiens, on va aller nous aussi faire du bancaire parce qu'après tout, on sait tout faire. Et puis ceux-là, je pense à Orange en particulier, ça ne marche pas si bien que cela, puisqu'ils devaient renverser la table et au final, ils enregistrent des pertes importantes. Côté LCL, d'abord sur le métier de banquier, sa diversification et le fait que vos conseillers puissent vendre autre chose. Moi, Crédit Mut, il y a de l'assurance, il y a de la téléphonie, il y a des alarmes, enfin, il y a toutes sortes de choses. Moi, je pense que le métier de banquier est assis sur un triptyque qui est le triptyque sécurité, légitimité et tiers de confiance. Nous sommes allés à l'assurance parce que les clients nous ont demandé de la sécurité, du tiers de confiance, et c'était légitime. Regardez par contre le modèle inverse, l'assurance banque. Ça ne sera peut-être pas toujours comme ça, mais ça ne fonctionne pas, en tout cas pas très bien. Alors que le système banque-assurance fonctionne très bien. Je crois que si on n'a pas les trois éléments de ce triptyque, j'insiste, sécurité, tiers de confiance, comme l'a dit Donc on voit les métiers Laurent. qui en découlent, en tout cas les activités possibles. Oui, et légitimité. Je crois que nous ne sommes pas légitimes à vendre des vélos dans les agences de LCL, même si nous sommes sponsors du Tour de France. Au passage, d'ailleurs, je voulais vous remercier pour le choix des couleurs, puisque le bleu et le jaune sont les couleurs de LCL, donc c'est un très bon choix. Non, mais enfin, on travaille beaucoup sur l'image. Je ne crois pas qu'on puisse vendre tout et n'importe quoi. Je crois qu'il faut que ça tourne autour de ce triptyque et que les clients ne comprennent pas. En tout cas, on a essayé de faire un certain nombre de choses, des abonnements, oui, il y a des tentatives, c'est vrai. Etc. Ça n'a jamais marché. Je ne crois pas que ça marchera. Je crois que pour nous, en tout cas, la stratégie, c'est d'être, et on est bien placé pour en parler avec M. Thierry, qui pourrait en parler mieux que nous. On veut être numéro 1 de la satisfaction client. Parce que nous pensons que c'est ça qui fera... Donc, à trop diversifier, vous perdez cette qualité-là, c'est ça la question. Et je ne crois pas que nos collaborateurs, ce qu'ils cherchent... Enfin, on est des entreprises très militaires. Ce qu'ils veulent, c'est du pouvoir et de la responsabilité. Ah oui. Nous, chez LCL, on a choisi de déléguer 100% des opérations aux conseillers. Par exemple, on vient de passer de 100 € de délégation à un conseiller à 1 000 € en cas d'erreur de la banque. Donc immédiatement, le client doit être recrédité. De la marge de manœuvre, de la délégation, du pouvoir. Les jeunes ne sont pas désintéressés par la banque. Je crois que c'est la banque qui ne les intéresse pas, parce qu'en fait, on est tellement encadré par des process tellement... Réglementés, mais il faut le dire. Réglementation, parce que je crois qu'on va tous se retrouver là-dessus. Mais ils veulent du pouvoir. Ils veulent de l'utilité. C'est à nous de le faire. On va en parler en troisième partie. Bien sûr. Laurent Mignon, j'évoquais Orange, j'évoquais ceux qui se sont dit, parce qu'à l'envers, les banques se sont dit, tiens, nous, on va peut-être aussi écarter les bras, aller sur d'autres secteurs. On voit que ça ne marche pas si bien que cela. Encore que peut-être Nicolas Terry nous dira le contraire. Mais il y a quand même ceux qui se sont dit, on va faire du bancaire,
on faisait de la téléphonie, Mais- on était des acteurs essentiels. Ça se passe pas si bien que ça. Vous savez, moi avant d'être banquier, j'étais assureur. Oui, j'ai vu dans votre parcours, vous y J'étais passez par directeur l'assurance. général des AGF et dans les années 2000, les assureurs se sont pris d'amour pour la banque Oui. et on a tous lancé des banques. Nous, on avait lancé Banque AGF et je peux vous dire qu'il y avait un enthousiasme formidable de tous les agents généraux qui trouvaient passionnant de devenir des banquiers. Et la réalité, c'est que la banque, c'est un métier très difficile. C'est un métier très compliqué. C'est pas un métier où on vend de la banque. Ça ne se vend pas, la banque. La banque, c'est une relation avec un client. C'est une relation qui s'entretient tous les jours. Ce n'est pas un produit qu'on vend. Vous voyez, il y a des produits dans l'activité bancaire, mais fondamentalement, c'est une relation. Et une Et légitimité. cette relation-là, elle est fondée sur une que vous légitimité, évoquiez. sur ce rôle, je vous disais, de tiers de confiance. Et les assureurs, on a cru à l'époque, et j'en faisais partie, qu'on pourrait développer la banque en vendant un compte bancaire, en vendant. Voilà. À la fin, on s'est aperçu qu'en dehors du crédit conso, qui était une forme de légitimité qu'on pouvait faire quand on assurait la voiture, on pouvait peut-être vendre aussi le Au crédit qui passage. allait avec. Mais sur le fond, les banquiers, les assure-banquiers n'ont pas réussi. Moi, je pense qu'on ne vend pas de la banque comme on vend un forfait téléphonique, et je pense qu'une grande marque effectivement téléphonique s'est rendue compte Je l'ai de cité. cela. Mais voilà, donc là, il n'y a pas... Dans tous les actes, il faut qu'il y ait une cohérence, une légitimité, et la banque, c'est pas un produit. Moi, je réinsiste là-dessus, c'est pas un produit, et c'est ce qui fait que, moi, je crois très profondément, mais on y reviendra, au rôle majeur des agences, au rôle majeur du conseiller. Parce qu'il met C'est intéressant de l'entendre, ça, parce qu'il y a un vrai- C'est très important Il y a une pour vraie moi. réflexion. Et si on lui donne les moyens de bien faire son métier, je pense que c'est un enjeu très important. Sébastien Proto, un mot, parce qu'il nous reste une partie importante sur ce premier chapitre de la stratégie qui est le green banking, des enjeux qui sont à la fois qui touchent les collaborateurs et qui sont des enjeux de stratégie bancaire globale. Diversification, on vous a entendu. C'est quoi le périmètre pour y voir clair? Parce que là, on voit autonomie des collaborateurs côté LCL. L'idée, c'est qu'ils puissent avoir la main, donner du sens. Chez vous, ça se passe comment? Je pense qu'il y a deux éléments, en tous les cas à mes yeux, qui sont importants. D'abord, encore une fois, la diversification, il faut bien distinguer ce qu'on diversifie au niveau de la banque et ce qu'on diversifie au niveau du conseiller. Ce qu'on demande Pour vous, c'est au important. conseiller. C'est très important parce que, et Nicolas le disait, vous pouvez diversifier vos revenus sans demander au conseiller de vendre plus de produits. Parce que vous allez utiliser des partenariats, de la technologie, la banque de plateforme, etc. Ce que l'on fait, et on est nombreux à le faire. Après, il y a la diversification de ce que vous demandez au conseiller. Et moi, la première chose qui est très importante dans la stratégie de la banque de détail, c'est de rendre du temps commercial au conseiller. Parce que ça ne sert à rien de lui demander de vendre plus de produits s'il a toujours moins de temps commercial. Et ce qui se passe depuis des années, et on le voit tous, c'est que d'abord nos conseillers, nos collaborateurs, ils ont moins de temps pour faire leur métier de banquier. Parce que, comme le dit Michel, la réglementation prend une place considérable. Donc, quelle est la stratégie? Vous devez d'abord travailler sur l'automatisation d'un certain nombre de tâches, au fond, qui ont une valeur ajoutée réglementaire, mais qui n'ont pas de valeur ajoutée commerciale. Et fastidieuse pour le Qui sont collaborateur. très dures et qui pèsent sur le quotidien des collaborateurs. Donc vous devez faire un effort d'automatisation très important là-dedans. Ça rend de l'espace commercial au banquier, ça revalorise son rôle de banquier, et là vous pouvez lui parler de diversification de produits. Là vous pouvez dire au conseiller, on attend que tu vendes plus, vous vendiez plus de produits d'assurance, voire que vous alliez sur d'autres choses. Je vous donne un exemple. Nous, on aimerait que nos conseillers en agence vendent notre offre qui s'appelle Risocar, qui est une offre, quand vous cherchez à vous équiper d'un véhicule, il y a une plateforme, vous pouvez acheter votre véhicule directement, le financer et l'assurer. Mais on ne peut pas décemment dire à nos conseillers consacrer du temps à Risocar si on ne leur a pas rendu du temps commercial. Absolument. Donc pour moi, tout est lié. C'est une réalité, ça, du Tout quotidien. est lié. Et sinon, vous pouvez toujours parler de diversification, votre réseau ne la fera pas, la Je diversification. vous vois arriver, parce que ça c'est notre deuxième partie, c'est l'IA, parce qu'il y a un débat de l'IA, et Nicolas Terry ne va pas nous contredire, l'IA est censée, en tout cas c'est un argument, libérer du temps fastidieux pour justement se consacrer à des tâches plus importantes. Le green banking, je ne voudrais pas qu'on se quitte dans cette partie. Il y a deux sujets sur le green. Il y a l'évocation des générations Z qui challenge. Alors c'est à la fois vos collaborateurs, mais c'est aussi vos clients. Et puis il y a les stratégies, alors c'est plus macro, des banques, dans leur choix d'investissement, dans leur choix d'investir ou pas dans de l'industrie polluante, et de dire, c'était la réflexion d'ailleurs du patron de Total, en disant, mais si vous ne nous financez plus, comment voulez-vous qu'on se transforme? Ça a été le débat de M. Pouyanné il y a quelque temps à Marseille, je l'ai entendu interroger. Qu'est-ce que vous dites sur ce double sujet? Parce que
les Français, tout le monde, nous tous, sommes impactés par ces questions de changement climatique. Mais, en fait, vous abordez deux sujets. Il y en a Un deux. sujet qui est celui du sens, et on voit que de plus en plus, mais on en parlera peut-être dans la dernière partie quand on parlera des salariés, on voit que de plus en plus, notamment les jeunes générations, veulent aller dans l'entreprise dans laquelle elles ressentent qu'il y a du sens, justement. Et l'action en faveur de la décarbonisation de l'économie est un élément important que toutes les jeunes générations portent et ont envie d'être dans des entreprises qu'ils portent. Puis par ailleurs, il y a l'action même des banques au service de cette décarbonisation. C'est un mouvement compliqué d'abord parce que par définition, cette décarbonisation, elle va passer par des transformations majeures de l'économie mondiale, et donc de gros investissements pas française, donc des investissements considérables. Or, qui peut aider à ces financements? Les banques. C'est les banques. Et les banques doivent s'assurer qu'elles vont diriger progressivement une partie de l'épargne, parce que c'est pas nos fonds, hein, c'est l'épargne des Français, vers le financement de cette transition énergétique. Alors j'emploie le terme transition volontairement, parce que orienter l'épargne pour financer des éoliennes ou du solaire, c'est déjà le cas. Et quasiment tous les projets trouvent financement. Le problème aujourd'hui, c'est plutôt les autorisations administratives que les financements. Hein. C'est pas, on en revient aux règles, aux réglementations. Mais le financement, il est là. Le vrai sujet, c'est d'accompagner les entreprises, les sociétés, des plus polluantes d'entre elles à celles qui ne savent pas qu'elles polluent, vers cette transition où elles vont moins... Donc les accompagner. Mais les accompagner. Si vous ne le faites pas, ça ne marchera pas. Et puis si on arrête de financer ceux qui produisent des hydrocarbures, les Français rouleront plus en voiture. Honnêtement, on a vu la sensibilité du sujet. Donc je pense qu'il faut faire attention, il faut faire une transition raisonnée. Michel Mathieu, Nicolas Terry et Sébastien Proto dans l'ordre. Je vais juste avoir une remarque, je vais mettre un peu les pieds dans le plat. Il ne faudrait pas que les banquiers, comme d'autres, soient les boucs émissaires de l'incapacité de l'État à avoir des choses très claires sur le vert. La stratégie, c'est pas vous, quoi. C'est ça que vous dites. Ben non, nous on les accompagne, on accompagne nos entreprises, mais il faudrait quand même que l'État soit plus... se mouille un peu plus. Bon voilà, je vais arrêter là. Pourtant, il parle beaucoup. L'État parle beaucoup, excusez-moi. Oui, oui. Non, il s'exprime sur le sujet. Ouais. D'accord. Là aussi, chez nous, on a fait des choses assez simples, parce que d'abord, je pense qu'il faut que nous-mêmes montrions l'exemple, parce qu'on ne peut pas demander à nos clients d'être plus verts si on ne montre pas l'exemple. Ça tombe bien, vous êtes un peu la couleur verte. On a fait adopter une stratégie très forte pour nous, par notre conseil d'administration. On a une gamme impact client pour nos clients, parce qu'eux aussi le revendiquent. Et enfin, on a introduit cette année... le SNB le sait bien. On a 3 boosts dans la participation et l'intéressement. On avait le résultat de l'entreprise, on avait la satisfaction des clients. On vient d'introduire la RSE, entre guillemets, au sens très large, la responsabilité sociétale, comme 3e boost pour engager aussi l'ensemble des collaborateurs dans cette démarche. Voilà. Mais je crois qu'il faut là aussi raison garder. Pouyanné, je ne suis pas là son avocat, il a raison de dire ça. Oui, il s'est exprimé très clairement sur ce sujet. Nicolas Terry, cette question du green banking, avec les doubles sujets qui sont des choix d'investissement, du fléchage de l'épargne vers la transformation, et puis la réalité de vos collaborateurs qui, de toute évidence, vous challenge. Et pas que vos collaborateurs, vos clients, ils vous demandent des comptes. Merci. Je voudrais juste revenir, vous avez dit la diversification, ça ne marche pas si bien, c'est la meilleure nouvelle de cette matinée pour moi. Si vous le croyez, c'est très bien, on va continuer et je peux vous dire que ça marche très bien. Voilà. J'étais sûr que vous alliez évidemment, vous avez raison. Non, mais parce que, si je puis me permettre, et c'est lié au vert. On raisonne produit alors qu'il faut raisonner univers de besoin, il faut raisonner besoin de la société et il faut raisonner besoin des clients. Et je trouve qu'on est quelquefois trop nombrilistes, tous. On raisonne par des considérations très opérationnelles alors qu'en fait, la demande et l'attente peut être différente. Et ça me permet de faire la transition avec la révolution climatique et environnementale. J'ai un souvenir très clair, le rapport du GIEC de 2007, je travaillais à la DG Environnement de la Commission européenne, je l'ai gardé et nous sommes collés sur le scénario noir de manière extrêmement précise depuis 15 ans. C'est-à-dire qu'on sait à quoi s'en tenir, les choses sont claires et on ne fait rien. Donc là-dessus, je pense qu'il faut d'abord être très, concret. On a un problème collectif et on voit bien d'ailleurs, les assureurs que nous sommes aussi voient bien à quel point le risque climatique est aujourd'hui avéré.
Quand on voit les fissures et les dommages en multirisque habitation, quand on voit les événements climatiques, c'est devenu pour nous non plus un risque, mais une réalité. Ce qui veut dire que, comme notre métier, c'est finalement de projeter des investissements et de la valeur dans l'avenir, on est un commerce des promesses, on transfère du capital d'aujourd'hui vers le futur, eh bien, il y a une réalité climatique, c'est que le capital d'aujourd'hui, dans beaucoup de domaines, il ne vaut plus rien sur le plan climatique. Et que donc, il faut qu'on le remplace, et on le remplace vite. Et il est clair que le contribuable a beaucoup fait dans la crise sanitaire, que les finances publiques ne sont pas extensibles. Sébastien Proto est un grand spécialiste de ça. On voit bien que les actionnaires ont des débats qui peuvent être compliqués. Et donc, les outils financiers de la gestion d'actifs, de l'assurance et de la banque sont pour moi clés. On a besoin d'une vraie coordination, d'une vraie planification. La rénovation des logements est un excellent exemple. Il faut que l'État donne une règle. Ça fait 20 ans qu'on en parle. Non, mais il faut maintenant être dans les dates butoirs. Ouais, et à ce moment-là, nous, banquiers, on peut financer, on peut faire, et je pense qu'en plus, on sait faire. C'est-à-dire que Crédit Mutuel Alliance Fédérale s'est donné en 2018 un objectif de décarbonation du bilan de 5% par an, conformément aux accords de Paris. On est à moins 26. Donc, on devait faire moins 15, on est à moins 26. Et on a donné aussi un objectif interne qui est de dire à tous nos salariés, on va réduire de 30% notre impact carbone en 5 ans. Eh bien, en 3 ans, on est à moins 21. Et donc, vous voyez, et ça passe par des mesures très concrètes. Et je suis frappé d'une chose, la mise en œuvre, et c'est rare, va au-delà des règles qu'on édicte. Par exemple, on a mis une règle sur l'arbitrage entre avion et train. Et en fait, l'avion sur les lignes intérieures a quasiment disparu, alors qu'on avait donné une règle plus équilibrée. Donc ça prouve que le sens et l'impact se rejoignent. Ce qui est très important pour moi, c'est que le sens et l'impact se rejoignent. Je vous interromps, non pas que ce que vous dites n'est pas passionnant, bien au contraire, mais je voudrais donner la parole à Sébastien Proto, parce que le temps file à toute allure. On a la tech, on a l'IA, et on a encore les salariés, même si on a déjà défloré, Frédéric Guyanet, je parle sous votre contrôle, un certain nombre de sujets qui sont des sujets d'interpellation. Côté Société Générale, votre stratégie et ces enjeux climatiques qui ne sont pas devant nous, qui sont là, autour de nous. Bon, je pense que c'est pour moi le principal défi de l'industrie bancaire, dans le monde et en Europe en particulier, c'est l'effort d'investissement le plus important dans le monde depuis la révolution industrielle. Pour assurer ce qu'indiquait Laurent, c'est-à-dire au fond la conversion, la transformation des chaînes de valeur dans une trajectoire compatible le plus possible avec un réchauffement limité à 1,5 degré, il faut l'espérer. Pour l'instant, on en est très très loin. On ne le tient pas, ouais. Ça veut dire quoi pour une banque et pour Société Générale, comme pour les autres de ce point de vue-là? Pour moi, dans sa relation avec les clients, 3 choses. Il faut être capable de les accompagner par le financement dans leur transition énergétique et écologique. Ça va un peu plus au-delà de la stricte transition énergétique. Il faut être capable de proposer des solutions d'investissement responsables. Donc c'est ce qu'on fait avec des produits financiers. Une gamme qui est totalement en architecture ouverte, où on va chercher chez les autres asset managers ces produits totalement ISR, comme on les appelle. Et troisièmement, il faut conseiller nos clients. Donc conseiller nos entreprises dans leur transition énergétique ou conseiller nos clients particuliers dans leur propre évolution comportementale. Et là, vous le faites donc, avec des partenariats. Donc il y a un enjeu pour les collaborateurs, Sébastien Proto. Et alors, là aussi, derrière tout ça, il y a un enjeu pour nos collaborateurs. Il est double. On a un enjeu de sens. On a des collaborateurs aujourd'hui qui ne veulent plus travailler dans une banque qui, de ce point de vue-là, ne serait pas responsable. Donc c'est en soi un élément d'attractivité pour demain. Et deuxièmement, il y a un enjeu considérable de formation, parce que accompagner un client, par exemple une PME, dans sa transition énergétique, ça veut dire d'abord être capable de faire un diagnostic sur ses émissions carbone. Enfin, ça ne s'improvise pas pour un conseiller. Mais c'est un métier, ça aussi. Là encore, c'est un enjeu extraordinairement important de monter en expertise. Bien sûr. Et donc, il faut former. Donc, la RSE pour une banque, l'un des premiers sujets, bien sûr, c'est la formation de cette équipe. La formation, on en parle en troisième partie, parce que la RSE a pris une place considérable dans le secteur bancaire, mais j'ai envie de dire dans tous les secteurs de l'entreprise. Deuxième partie, nous sommes en retard évidemment, mais c'est pas grave, parce que c'est l'occasion de prendre le temps de se dire les choses et d'interpeller évidemment les salariés et réciproquement. La technologie, la tech, c'est l'IA, c'est évidemment le numérique, ce sont les plateformes, ce sont tous ces sujets, puis ce sont les GAFA. Notre deuxième partie, la technologie.
La tech, comme on l'appelle, on a évoqué déjà dès le début de notre émission l'intelligence artificielle avec Nicolas Terry et Sébastien Proto. Frédéric Guenet, pour chacune des parties, vous nous faites remonter les interpellations. Qu'est-ce qui ressort de ce sujet de la tech, quand on parle de la tech à vos collaborateurs et à votre réseau? Alors sur la tech, 2 sujets, effectivement vous en avez parlé, l'intelligence artificielle, est-ce que demain l'intelligence artificielle va venir remplacer nos conseillers clientèle en agence? Et puis Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, ce qu'on appelle les GAFAM, qui prennent de plus en plus de place, qui prennent également des parts de marché sur des services, notamment les flux, et qui peuvent mettre en difficulté les banques. Ce sont les 2 inquiétudes qui remontent sur les nouvelles technologies. Fondamental, c'est essentiel. Là, je me retourne vers le patron de la Fédération bancaire française, c'est celui qui préside aussi à cette réflexion un peu globale. C'est un peu le sujet. Alors, est-ce que c'est un marronnier? Je ne sais pas, mais ça arrive très régulièrement dans la presse où on lit « c'est la fin des banques ». Elles seront un jour englouties, absorbées par des GAFAM d'une puissance financière incroyable. Est-ce que vous y croyez? Moi, je ne crois pas du tout, mais alors, je m'exprime. Vous m'auriez dit le contraire, j'aurais été alors vraiment très inquiet. D'abord, je m'exprime comme président du directoire de BPCE, pas comme président de la FBF, parce que je ne peux pas m'exprimer au nom de tous mes collègues sur ces sujets. Alors, BPCE. Mais en tant que président de la FBF, je peux vous dire que je ne crois pas du tout à la mort du secteur bancaire. Donc, ça, après, je vais parler en tant que BPCE. Oui, sur le plateau, là. La technologie. On en a peur ou pas? Moi, je pense qu'on a tort. On doit en avoir. C'est une chance, c'est une façon de faire évoluer nos métiers. Et il faut revenir au fondamental de ce qu'on disait tout à l'heure. On est un métier de relation dans lequel la relation client est au centre de la réussite. Elle est liée d'être un tiers de confiance, on l'a rappelé. Et plus on est capable d'apporter de technologie à nos conseillers pour que cette relation se passe de façon fluide, rapide. Quand vous êtes un conseiller et que vous avez 700 clients en portefeuille, vous ne pouvez pas connaître intimement les 700 clients. Si vous avez des outils qui vous permettent instantanément de le connaître mieux, pouvoir répondre à ses besoins, l'avoir identifié, vous allez être un meilleur conseiller. Accélérateur de performance. Ce que Nicolas disait, augmenter en fait la capacité du collaborateur conseiller. Augmenté. La technologie, pour moi, n'est pas un outil en opposition avec le métier de banquier. C'est le dosage, Laurent Mignon. Oui, mais vous savez, nous, on a fait, moi, quand je suis arrivé chez BPCE, enfin pas chez BPCE, mais à la direction, présidence du directoire de BPCE, il y avait un projet de banque en ligne qui était prévu. Et il y avait un ressenti des équipes et des salariés que la technologie était potentiellement leur ennemi, parce qu'on allait développer une banque complètement directe à côté. J'ai fait le choix, assez original, parce que je pense que être le seul banquier de la place à l'avoir fait, de ne pas faire de banque directe, mais au contraire, de faire une stratégie qu'on a appelée Digital Insight, c'est-à-dire de digitaliser, de faire que ce qui devient digital, ce n'est pas une banque à côté, c'est nos banques. C'est la plateforme. Nos banques deviennent digitales. Et elle s'appuie sur une relation client qui est portée, incarnée par un conseiller bancaire qui peut apporter tout un univers de besoins. Et là, je rejoins les propos de Nicolas sur le fait que ce n'est pas simplement des services, c'est des univers de besoins qu'il faut identifier, sur lesquels le conseiller peut être légitime. Et après, il utilise la technologie d'une façon ou d'une autre pour apporter cette chose. C'est ce qu'on fait dans les caisses d'épargne, dans les banques populaires. Et je crois que cet investissement spécifique en digitalisant nos banques est un vrai atout, permet de libérer du temps commercial, permet, nous à peu près maintenant 100% des virements sont faits par les applications, la gestion des cartes sont faits par des applications, tout ça c'est du temps commercial qui est libéré pour le KYC, pour une grosse partie maintenant, on parlait de sujets réglementaires, est fait directement. Et donc, tout ça, c'est du temps commercial potentiellement libéré pour le conseiller. Sébastien Proto, je vous donne la parole à vous parce qu'il y a Boursorama, et je sais que vous allez en parler, c'est intéressant, cette hybridation d'une banque qui est à la fois à Boursorama. Il faut le préciser, Boursorama, c'est le seul site bancaire en ligne qui fait des profits. D'autres s'y sont risqués aussi et ont plutôt échoué. Comment on hybride ce système? Comment on travaille à la fois sur de la technologie sans effrayer le collaborateur et sans l'assommer aussi parfois de complexité technique? C'est jamais simple d'avoir une personne âgée en face qui vous dit « mais attendez, moi j'arrive pas à cliquer sur le bouton, ça marche pas ». Enfin ça, c'est des remontées que vous avez de terrain. Comment ça se passe chez vous? Bon, d'abord, la technologie, ce n'est pas l'ennemi du secteur bancaire, c'est la condition de son avenir. Il faut absolument embarquer le plus possible de nouvelles technologies au service de nos clients et de nos collaborateurs. Et les deux y ont intérêt, puisque pour le client, ça veut dire une relation effectivement plus personnalisée,
donc on est capable d'aller plus loin et de manière plus précise dans la satisfaction des besoins. C'est une condition d'accessibilité. Je vous donne un exemple. On a développé quelque chose qui s'appelle Sobot, qui est du chatbot. Ça permet de répondre à des questions simples des clients directement en ligne. En IA, sur des plages horaires extraordinairement larges, puisque c'est quasiment du H24. Pour le client, c'est un facteur de satisfaction. Donc pour nous, c'est un facteur de lien dans la durée. C'est pour ça que je dis que c'est une condition de l'avenir de la banque. Et pour nos collaborateurs, quand on développe des nouveaux postes de travail avec plus d'intelligence collaborative, quand on développe tous les outils qui permettent d'automatiser des tâches qui pèsent sur eux au quotidien, là encore, on ne peut pas opposer la technologie et la banque. Après, on a choisi effectivement un modèle hybride. Nous, on a Boursorama, qui est un pure player de la banque en ligne. Et on gagne 100 000 clients de plus chaque mois en moyenne, et les nouveaux clients, ils ont en moyenne, dans les 2/3 des cas, moins de 30 ans. C'est un profil de client spécifique, qui veut une banque totalement en ligne, qui ne veut pas aller dans des agences, et qui ne veut même pas avoir le conseiller au téléphone. Et puis, on assume ce lien mais ils l'assument totalement, ça fait partie du modèle, c'est ce qu'ils veulent. Mais c'est une génération. Mais ça ne veut pas dire qu'ils voudront ça non plus tout le temps. Bien sûr. Parce que quand ils auront, à un certain moment de leur vie... Un prêt bancaire alors, prêt bancaire, ils le font avec Boursorama, mais il y aura peut-être des moments où ils auront envie de parler à un conseiller. Bon, il y a un autre modèle pour ça. Et on a bien cet autre modèle, avec effectivement l'agence, le recours au conseiller, il est expert et il répond à ses besoins. Mais ça ne veut pas dire que cet autre modèle, il n'est pas digitalisé. Il embarque bien sûr de plus en plus de technologies, avec une différence néanmoins. Il y a de l'humain, il y a du physique, et ce modèle-là, il a autant d'avenir que le premier, parce qu'il correspond à des attentes des clients qui sont différentes. Michel Mathieu, j'avance un peu, parce que ce qu'évoquait Frédéric Guyonnet, c'est une inquiétude, voire même une angoisse des collaborateurs. Alors, certains clients l'ont, d'autres sont totalement digital natives, on vient de l'entendre, c'est ces clients de moins de 30 ans qui vivent avec le téléphone. Des clients sont beaucoup moins aguerris, et puis il y a des collaborateurs qui eux-mêmes sont embarqués dans des difficultés complexes avec ces outils. Quel regard vous portez chez LCL ? Nous, on a fait un choix très clair, c'est d'être une banque 100% physique et 100% digitale. Et je trouve que c'est mal posé le problème. Enfin, les journalistes aiment bien souvent faire des résumés. Mais oui, les fameux journalistes, oui. Quand on parle de l'intelligence artificielle, d'abord, moi, je crois beaucoup à l'intelligence humaine aussi, ça serait bien. À l'origine, c'est de l'intelligence humaine dans l'IA. Non, mais appelons un chat un chat. Évidemment que les métiers se transforment, évidemment que peut-être on n'aura pas les réseaux, la densité des réseaux bancaires qu'on a aujourd'hui, etc. Mais on n'aura pas une banque sans hommes, je n'y crois pas. Alors, le focus, il est toujours sur les banques ferment des agences. Ouvrir des agences, c'est pas une fin en soi. On sert des clients. Là aussi, les journalistes aiment bien faire du buzz sur ces sujets-là. Il n'y a pas... Voilà. Alors oui, l'emploi, on n'aura peut-être pas 170 000 collaborateurs dans le groupe Crédit Agricole, dans 10 ans, dans 5 ans, j'en sais rien. Est-ce que c'est le sujet ? Les emplois seront peut-être plus qualifiés. Enfin, vous le dites comme si c'était écrit, en fait. Excusez-moi. Oui, mais vous dites, globalement, on a quand même... Il y a une partie de métiers qui seront voilà, il y a des métiers... On avait Eddie Mitchell, tiens, je vais vous raconter une anecdote, ça va détendre tout le monde, encore qu'on n'est pas attendu. On n'est pas attendu, c'est vrai. Eddie Mitchell, il était garçon de course au 19 LCL, boulevard des Italiens chez LCL. Bon, ça n'existe plus, les garçons de course. Quel siège, d'ailleurs Non, le siège est à Villejuif, mais c'est le siège... Non, mais à l'origine, historiquement, c'était le siège. C'est Lyon, le siège. C'est Lyon, ok. Ouais. Bon, ok. Après, on a fait un peu de politique, siège administratif, siège, on connaît bien tout ça. Voilà. Donc, il y avait des garçons de course. Il n'y a plus de garçons de course aujourd'hui. Voilà, dans les banques, je crois pas. Il y avait des guichetiers, il y a encore, on les appelle plus guichetiers, il faut faire attention, assistants d'accueil ou je sais pas comment on dit, chacun chez soi. Voilà, les métiers se transforment, mais la technologie, elle a jamais tué les métiers de la banque, elle les a transformés. Et je trouve au contraire, que c'est une opportunité formidable pour l'enrichissement des compétences des collaborateurs. C'est super. Quand on a commencé à faire de l'assurance en 90, je parle du groupe Crédit Agricole, en 1990, les conseillers ont dit « Oh pétard, on s'en sort déjà pas avec ce qu'on a à faire. En plus, il faut vendre de l'assurance. » Bon, je ne vais pas faire le malin, tout le monde fait de l'assurance, ça marche bien. Et les conseillers ont augmenté leur... employabilité, j'aime pas le mot, mais ils ont augmenté beaucoup leur employabilité, donc je trouve que c'est formidable. Prenons les choses concrètement. Mais attendez, Laurent Mignon, ce que soulève, parce que Michel Mathieu n'a pas sa langue dans la poche pour dire les choses sans les édulcorer, j'ai envie de dire. Il dit, attendez, peut-être que dans 10 ans, nous, Crédit Agricole, on sera peut-être plus 170 000, parce que est-ce qu'on est en train quand même de muter ? Est-ce que la banque
dans ses effectifs, dans les guichetiers qu'on n'appelle plus guichetiers mais conseillers. Est-ce que tout ça est en train de muter parce que vous et d'autres secteurs sont percutés par ce numérique et donc ça reformate les métiers? Heureusement qu'on mute. Mais oui. Si on ne mute pas, on On n'a meurt. fait que ça. Pardon, moi je vous ai cité l'exemple des caisses d'épargne, mais encore une fois, jusqu'en 99, les caisses d'épargne, elles faisaient que de l'épargne. Oui. Elles ont muté, elles se sont Du livret A. transformées. Ça n'a pas été que du livret A. Ça a été compliqué, mais au contraire, mais je pense que c'est bien. C'est là où les salariés pourraient être inquiets, c'est si on ne mutait pas. Ouais. Si on n'investissait pas, si on ne faisait pas. Bien sûr que c'est un facteur d'incertitude, d'inquiétude, parce que son job va changer, qu'il faut accompagner cette transformation et on va y venir. expliquer. Ça, c'est très important. Mais en revanche, heureusement qu'on mute. La mutation, le développement, le changement, c'est la vie. C'est ce qui fait qu'on accompagne les choses. Et voilà, moi je pense que les industries qui meurent, c'est celles qui ne mutent pas. Nicolas Terry, on peut citer la Bank of America qui utilise de l'IA parce qu'il y a aussi des banques étrangères qui s'y mettent. Nicolas Terry, vous êtes la première banque ou l'une des premières banques, j'essaie de pas prendre de risques, je vais me faire tirer les oreilles en plateau, à utiliser l'IA, l'outil de l'IA. Là aussi, il y a une forme comme ça, vous êtes très décomplexé sur ces sujets. Au même titre que tout à l'heure, quand on parlait de diversification, vous disiez, après tout, nous ça marche bien, on diversifie, on va aller très loin. Est-ce qu'il y a comme ça une sorte un peu d'impertinence chez vous? Je pense que la technologie, je vais rejoindre en fait ce qu'ont dit tous mes collègues, c'est d'abord un choix. Vous en faites ce que vous souhaitez en faire. Et je trouve qu'on confond trop souvent l'outil et l'objectif. Donc pour nous, l'IA, ça a toujours été le choix de renforcer le conseiller, de renforcer la relation humaine, de renforcer l'autonomie du client et de renforcer la sécurité de nos opérations. Et je crois, avec un recul maintenant de 7 ans, qu'on y est pas mal arrivé. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que les partenaires sociaux qui au début craignaient, à bon droit d'ailleurs, la question de l'impact de ces outils sur l'emploi, aujourd'hui soutiennent la démarche et on s'est rendu compte collectivement, par exemple, que l'IA était un formidable outil de sécurisation et de formation et de promotion, par exemple des conseillers accueil qui ont moins de tâches parce qu'il y a moins de fréquentation à l'agence et qui deviennent conseillers bancaires en utilisant beaucoup ces outils d'aide, d'accompagnement que permet l'IA. Donc pour moi, il y a un aspect libérateur dans la technologie si on s'en donne les moyens. Ce n'est pas le grand remplacement, c'est le grand renforcement pour moi. Vous avez le sens de la formule. Google, on l'évoquait, et j'aimerais vous entendre sur ce sujet, parce que qu'est-ce qui empêche, Laurent Mignon, Google, Apple, les GAFAM, voire même des GAFAM chinois, de se dire, tiens, nous aussi, on va ouvrir des agences, on va faire du bancaire, et on va hybrider, c'est-à-dire qu'on va aussi utiliser la technologie IA pour accumuler des datas, et donc directement vous concurrencer. Vous dites, nous aussi, on se transforme, nous aussi, on investit. Est-ce que ce risque, il existe ? Bien sûr qu'il existe, et moi je toujours dit que j'étais plus inquiet des GAFAM que des FinTech. Les FinTech, c'est une forme de R&D externalisée, c'est une forme de... Ça fait vivre, il y a de nouvelles idées, et pour nous, ça peut être quelque chose de très positif. Les GAFAM, c'est plus inquiétant, parce que leur présence, leur capacité d'investissement... Bon. En même temps, je ne suis pas certain qu'elles veuillent devenir des banques. Parce qu'être une banque, c'est être très régulé. Ce qu'il ne faut pas, c'est qu'elles nous repoussent, nous, banques, que dans la partie extrêmement régulée du métier et qu'elles en prennent toute la valeur ajoutée. À nous de le travailler. Et c'est pour ça que tout l'enjeu, me semble-t-il, en tout cas c'est l'analyse qu'on en fait, il est lié à la relation client et la capacité que nous avons de maintenir une relation et d'apporter tout un univers de besoins à nos clients. C'est vrai que les GAFAM s'intéressent à tout ce qui facilite l'acte de vente. Oui. Le crédit, que ce soit du buy now, pay later, du crédit conso, le paiement, de manière à ce que le paiement soit fluide, etc. Apple Pay en réalité, n'est qu'un outil. Apple Pay utilise votre carte bancaire. Il n'utilise pas, il ne paye pas. Mais je confirme, il y a d'autres... Et nous, dans le groupe BPCE, on a été les premiers à promouvoir Apple Pay parce qu'on pensait que c'était un service utile à nos clients à partir du moment où ils s'appuyaient sur nos cartes. Mais... et autre chose qui était très important, c'est que les données liées à ces paiements restent chez nous. Et fondamentalement, une grosse partie du combat aujourd'hui, c'est un combat sur les données.
Et parce que les données sont un des éléments qui permet d'avoir une meilleure compréhension potentiellement du profil d'un client et donc de lui offrir au bon moment des services. C'est un sujet pour nous, on a beaucoup de données, il faut qu'on les organise. Nous, on pense que il y a un enjeu sur les données. Oui, clair. Il y a un enjeu de maîtrise et puis il y a un enjeu éthique. Et pour nous, le sujet de l'éthique, et je reviens à mon premier propos qui est le sujet du tiers de confiance, est un élément majeur. Nous souhaitons pouvoir utiliser les données de nos clients à partir du moment où on le fait dans un comportement éthique. Ils savent ce qu'on utilise et ils savent pourquoi. Et pour moi, c'est très important. Ça sera un des grands débats de société des années qui viennent. Oui, c'est intéressant parce que ce mot a introduit notre échange, le tiers de confiance. Et sur cette question des data, j'ai le sentiment que les clients ont plutôt confiance en leur banque, et je mets des guillemets, et un peu moins à des entreprises commerciales comme des GAFAM, sur lesquels on sait qu'on utilise nos données pour faire du marketing. Est-ce que je me trompe? Est-ce que ce rapport-là de légitimité de la banque vous donne un petit avantage concurrentiel? Bien sûr, il est tout à fait majeur. C'est un des aspects centraux de la relation avec nos clients, c'est vraiment leur perception qu'on est une institution de confiance. Et donc c'est pour ça qu'effectivement, sur les sujets notamment de cloud, dans la banque de détail, il y a, je pense de manière consensuelle entre les banques françaises, beaucoup de vigilance sur ce sujet. Et il y a des perspectives qui s'ouvrent avec la mise en place de cloud souverain, de grands partenariats entre les GAFAM et des entreprises européennes qui pourront faire évoluer les choses. Mais le sujet central reste bien sûr la confidentialité des données. Nous, on a même côté LCL, Crédit Agricole, charte l'interdiction de communiquer ou de vendre les données. Donc c'est très clair pour les clients. Important. Mais je voudrais rebondir sur ce que disait Laurent, je pourrais signer ce qu'il a dit. Il y a quand même un truc, les fintech et les GAFA, moi je trouve que ça nous, enfin en tout cas pour LCL, ça nous a donné un petit coup de pied aux fesses. Ça challenge. Ouais, parce que par exemple Amazon, regardez le système de service après-vente d'Amazon. Bon, ça nous est probablement arrivé à tous, un bouquin que vous attendez qui n'arrive pas, vous les appelez, le lendemain ils vous renvoient le bouquin, pas de question. C'est vrai. En termes de service client, je pense qu'on peut faire la même chose. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a monté de 100 à 1000 euros les délégations des conseillers. On va basculer sur les salariés et cette question de la relation au service client, elle est un enjeu fondamental pour vous les banques. C'est-à-dire c'est ce que vous évoquez finalement en filigrane. C'est la capacité de répondre dans des horaires parfois décalés. J'évoque le chatbot de Société Générale, mais être réactif, c'est ça l'enjeu pour vous des banques aujourd'hui. Vous êtes d'accord, Laurent Mignon? C'est-à-dire le collaborateur, il doit répondre le plus vite possible à une demande d'un client. Et ça, c'est une pression énorme pour lui. C'est pour ça que la technologie, de ce point de vue-là, n'est pas un ennemi des salariés. C'est quelque chose qui leur apporte, quelque chose qui permet... Un outil. Ouais, un outil, je suis d'accord. Sébastien Proto. C'est pour ça, là encore, qu'il ne faut pas opposer les GAFAM et l'intérêt des banques de manière définie. Non, mais ils sont là, et en même temps, il y a nécessairement des points de rencontre et des points de convergence qui peuvent être dans l'intérêt des banques. La question ensuite, c'est de construire ces points de convergence de manière acceptable pour les banques et pour les clients. C'est le rapport de force que vous installez avec eux. Il y a 3 sujets dans les points de convergence. Le cloud, parce que c'est un facteur incroyable d'accélération de la capacité d'innovation des banques. Clairement. Bénéfice des clients et des collaborateurs. Deuxième point, il y a évidemment tout ce qui relève du poste de travail et des méthodes collaboratives de travail pour nos collaborateurs. La vie a quand même changé de ce point de vue-là pour nos collaborateurs en matière d'outils de travail, de postes de travail. Donc confort de travail. Bien sûr, et d'efficacité. Là encore, on retrouve derrière quand même des sujets GAFA. Et troisièmement, la reconnaissance vocale. Là encore, ce sont des briques technologiques qu'on retrouve chez GAFA, mais qu'on peut mettre, nous, à disposition de nos clients pour avoir une relation plus simple, plus fluide, plus rapide. Donc moi, je n'oppose pas les deux, de la même manière que tout à l'heure, je n'opposais pas de manière générale la technologie et les banques dans la durée. Oui, allez-y, Nicolas Terry, pour conclure cette partie. Rapide. Moi, je suis un vieux banquier, malheureusement. J'ai commencé au guichet il y a quelques décennies. On travaillait avec des ordinateurs en 3270. Je ne sais pas si quelqu'un a connu ça autour de la table. C'était des petites lignes de code vertes. Ah oui, alors, bien sûr. Pour rentrer le nom et le prénom, il fallait à peu près 5 minutes. Voilà. Bon, donc voilà, on a fait qu'évoluer, que se transformer, que s'adapter. Et s'adapter pour continuer à se développer et créer de la valeur, parce que l'enjeu, il est là, évidemment. Nicolas Terry, quelques mots sur cette question, je dirais, qui est centrale. Vous vous situez comment? Les GAFAM, il faut en avoir peur.
on entend sur ce plateau que la technologie est un outil pour faire un banquier augmenté, pour accueillir et pour améliorer la qualité de service. Comment vous vous situez, vous, face à ces GAFAM ? Je partage beaucoup ce qui a été dit. Je pense que vis-à-vis des GAFAM, on réinterroge toutes nos valeurs bancaires. La valeur de sécurité, c'est par exemple, je suis très frappé sur le cloud qu'évoquait très justement Sébastien. Moi, on a fait le choix du cloud dédié, sécurisé, dans des data centers installés en France qu'on maîtrise complètement. Et je pense que cet aspect de sécurité des données de nos clients a une traduction en architecture et que dans des débats qui sont quelquefois un peu flottants sur ces questions-là, eh bien, affirmer que la banque, c'est le lieu du cloud privé dédié, sécurisé, c'est déjà un premier choix par rapport au GAFAM. Le deuxième choix, c'est le choix de l'intimité numérique. C'est que oui, nous avons beaucoup de données de nos clients, mais non, nous ne les commercialisons pas, nous ne les diffusons pas et nous ne les exploitons que dans l'intérêt du client. Et cette notion d'intimité, qui fait partie d'ailleurs de notre statut d'entreprise à mission à Crédit Mutuel Alliance Fédérale, est pour moi clé. Et puis, il y a une troisième question, mais qui nous dépasse, qui est celle de la liberté et des libertés publiques et du droit à la vie privée. Clairement. Et je pense que quand on voit, et on le mesure tous dans nos métiers, à quelles dérives peuvent mener l'exploitation et l'utilisation forcenée des données, notamment financières des clients, je pense qu'il y a une vraie valeur ajoutée de la banque, consistant à dire, chez nous, c'est sécurisé, c'est fait de telle manière que l'intimité soit protégée. Et ce débat, je pense que ça fait partie des raisons positives pour les salariés de la banque de s'adresser aux clients. Merci Nicolas Terry. Vous êtes en tout cas très engagé sur cette question de tiers de confiance et de légitimité. Tournons-nous vers les salariés. Évidemment, c'est un enjeu fort puisque vous évoquiez tout à l'heure, Michel Mathieu, ses effectifs, le débat de la transformation des métiers. C'est une partie très RH, justement focus sur ses collaborateurs, sur ses salariés. C'est notre troisième et dernière partie d'émission. Les salariés, les collaborateurs, j'évoquais les 400 000 collaborateurs, puisque les banques représentées ici en visio représentent un peu plus de 400 000 collaborateurs. Frédéric, c'est un sujet important. J'évoquais un sujet RH et qui évidemment interpelle le SNB, le syndicat national de la banque. Oui, c'est un sujet très important pour nous, vous l'avez compris. Les médias parlent beaucoup des problèmes de recrutement qu'on peut avoir dans l'hôtellerie-restauration, sur les professions de la santé, les chauffeurs de bus. Ça y est, nous aussi, on y est. Le secteur bancaire, on a aussi du mal à recruter. Les salariés ont du mal à se projeter, beaucoup de salariés ont du mal à se projeter sur leur avenir. On souffre, mine de rien, d'une mauvaise image. 10 000 incivilités par an, les politiques ne nous aident pas non plus, il faut dire. Et puis, comment on fait pour attirer de nouveaux talents dans le futur? Et c'est sur toutes ces questions qu'on voudrait vous entendre. Bon, c'est un plan que fait Frédéric Guyonnet de manière à bien voir où on va aller, mais commençons par tous les sujets, parce que tous les sujets n'ont pas de hiérarchie. Commençons par le manque d'attractivité et la démotivation des collaborateurs. Comment vous l'expliquez? Alors, je ne veux pas faire de lien direct avec ce qu'on vient d'évoquer et les enjeux numériques, ce banquier augmenté, mais est-ce qu'il faut y voir un lien? Est-ce que cette transformation du métier, est-ce que les obligations réglementaires, technologiques font qu'aujourd'hui, vous perdez un peu des collaborateurs en ligne? Non, il y a indéniablement un sujet d'attractivité aujourd'hui et de capacité de rétention. On voit que les jeunes, on arrive à en recruter, certains repartent assez vite. Et je partage le point qui était mentionné tout à l'heure, Fabrice, c'est qu'ils partent pour d'autres métiers. C'est pas tellement ils partent pour aller chez le concurrent, pas d'une banque à une autre, mais ils partent pour d'autres métiers. Donc ça, c'est un vrai sujet de préoccupation et de réflexion. Alors, il y a un sujet d'image. Moi, je regrette très profondément quelque chose. On a eu une phase très lourde pour la France, qui était la phase du Covid. Et pendant la phase du Covid, on a parlé des premières lignes. Première ligne, on a beaucoup parlé des caissières de casinos, etc. D'abord des infirmières, des trucs qui, honnêtement, eux, ont été la vraie première ligne, parce qu'eux, ils étaient en plus en risque physique. Mais il y avait toutes ces professions qui étaient ouvertes pendant que les autres étaient en télétravail. Dont les banquiers. Dont les banquiers. Et les banquiers ont été extrêmement présents, et les collaborateurs et les collaboratrices des banques étaient là, physiquement, dans les agences, pendant toute la période de Covid. Et ça n'a jamais été souligné, mis en avant.
il y a une forme toujours d'inquiétude d'un politique de dire de bien des banques. Hein, parce que la perception, c'est que la banque n'est pas un vecteur ou un secteur qui est porteur d'un point de vue politique. Je pense que c'est une erreur, parce que c'est un des gros secteurs en France. Hein, on est plus de 400 000 collaborateurs. Et en plus, c'est un des secteurs où les banques françaises, un des secteurs où les entreprises françaises sont parmi les meilleures d'Europe. Hein. Voilà. Et pendant le Covid, les banques ont été extrêmement présentes, ont accompagné les entreprises et ont évité beaucoup d'entre elles qu'elles soient en difficulté. Donc, je mets ça de côté, mais ça fait partie de ces choses où il y a un imaginaire qui fait que banquier, souvent, c'est perçu comme étant un job très mercantile et avec peu de sens. En réalité, ce métier est un magnifique métier. Et le métier de conseiller bancaire est un très beau métier. Et plus ça va, plus on apporte des outils pour que ce métier soit un métier de conseil, d'accompagnement de service, plus je pense qu'il prend de sens et d'intérêt. Simplement, c'est vrai qu'on est un peu dans la période de transition entre deux, que le poids des obligations réglementaires a augmenté énormément au cours des dernières années, et qu'il faut probablement qu'on y travaille. Et nous, on travaille beaucoup sur la refonte de la façon dont on forme et on accompagne nos conseillers. Dans les premières semaines où un conseiller arrivait, il avait 15 jours, 3 semaines où on le bombardait de formations réglementaires. Alors c'est vrai que vous arrivez en vous disant vous avez la tête farcie, et on va ça plombe un peu. Donc on est en train de réfléchir comment on va le faire, comment on va le transformer, de manière à ce que justement cet attrait du métier apparaisse. Michel Mathieu, comment vous expliquez ce qui est intéressant, c'est que vous avez des divergences stratégiques, ce qui est bien normal. Vous avez chacun, vous présidez des entreprises avec des stratégies, mais sur ce sujet-là, il y a une transversalité. Vous êtes tous touchés par ce sujet et tous les autres secteurs d'ailleurs. Comment vous l'expliquez? Il y a 30 ans, on rentrait dans la banque, on faisait carrière dans la banque. Les gens quittent la banque. Je crois qu'il y a 3 choses. J'aime bien le chiffre 3, vous l'avez sans doute remarqué. Oui, c'est vrai. Ouais. Il y a tout ce qui est image. Effectivement, l'image des banques. Bruno Le Maire, une fois, a remercié les banques pour le travail qu'elles avaient fait sur les PGE, une fois. En catimini, dans un petit C'est qu'il a peu communiqué sur le rôle des banques. Mais je crois que nous-mêmes n'avons pas été très bons, les banquiers, il faut faire son mea culpa des fois, depuis très longtemps, sur la communication de nos métiers, sur voilà, ce qu'on pouvait y trouver. C'est vrai. Donc on a un problème d'image qu'il faut corriger, Laurent le dit, on est en train de le faire. On a probablement un deuxième sujet, il faut appeler un chat, d'attractivité pour un certain nombre de métiers de rémunération sur lesquels il faut travailler. Je parle pour LCL, je ne parle pas pour les autres. Les premiers niveaux, les métiers ceux qui sont exposés, les conseillers particuliers, professionnels, ceux qui sont les premières lignes, quoi, hein, c'est ce que j'appelle les premières lignes. Je joue au rugby. Donc, et donc vous y reconnaissez une forme de souffrance ou de difficulté par rapport à ça? Non, je crois qu'il faut qu'on réfléchisse, qu'on regarde, qu'on travaille et puis qu'on trouve le moyen de revoir un certain nombre de statuts. Mais là, chaque boutique fait son... Et ça, c'est du RH pur, hein, j'allais dire. Ouais. Et puis il y a un troisième pilier qui me paraît très clair, c'est qu'est-ce qu'on demande à nos collaborateurs. Moi, je dis il y a 3 choses dans le pilier, on va dire, humain. Je leur dis toujours, il y a la responsabilisation, il y a le discernement. On ne demande pas beaucoup de discernement à nos conseillers. Responsabilité, discernement et confiance. Voilà, ils viennent chercher ça, les jeunes. Bon, le problème d'image, il est général. On préfère aller travailler dans une grande marque de maroquinerie que je ne citerai pas que chez LCL ou ailleurs, probablement. Mais je crois qu'il faut aussi que les collaborateurs y trouvent leur... Écoutez, je vais citer un exemple. 90% des décisions de crédit, il y a 6 ans, il y a 7 ans que je suis chez LCL, étaient prises au siège. Aujourd'hui, 95% des décisions de crédit sont prises par les conseillers. Pas par les directeurs d'agence, par les conseillers. Donc c'est l'autonomie sur laquelle vous insistez. La responsabilisation, le discernement et la confiance. Voilà, je crois beaucoup à ça. Et je crois que ces 3, il faut travailler là-dessus, sur la formation. Les collaborateurs nous demandent des formations. Mais les formations à l'ancienne, avec 15 types dans une salle et un formateur, c'est fini. Enfin, c'est fini. Je caricature un peu. Je suis assez d'accord. Voilà, il va falloir trouver d'autres modes de formation à distance. Voilà. Là aussi, il faut que les collaborateurs évoluent et acceptent ça. C'était sympa de venir à Paris, on mettait déjà beaucoup de gens dans une salle et puis ça coûtait une fortune. Ça faisait une petite sortie, on mangeait au restaurant le soir et puis on partait. On était toujours contents parce que les animateurs, quand ils sont un peu malins, on est toujours contents de la formation. Voilà. Mais il faut changer tout ça, il faut aussi que les collaborateurs... Je crois qu'il faut tenir le discours... Franchement, en arrivant chez LCL, j'ai choqué, je le sais, beaucoup de gens, beaucoup de collaborateurs. Il faut tenir des discours... Moi, je crois au discours de vérité. Et puis je crois aussi à donner le sens.
Enfin, Les gens ont besoin de savoir, tous les gens ont besoin de savoir pourquoi ils travaillent, à quoi sert leur métier. Voilà, Si on entend c'est bien votre fini. discours, quand même, sur les transformations des métiers, tout à l'heure, vous me disiez 170 000, peut-être qu'on n'y sera pas. Peut-être, et alors? L'objectif n'est pas... mon objectif n'est pas de créer de l'emploi. L'objectif est de satisfaire mes clients et mes collaborateurs. Et que mon entreprise se porte bien. Mon objectif n'est pas... On est 17 000, c'est pas d'être 25 000 dans 3 ans. Ça n'a pas de sens. C'est de bien servir mes clients. Vous êtes sans langue de bois, avoir, Michel Massier. et avoir des métiers intéressants pour mes collaborateurs et que mes collaborateurs soient bien payés. Donc peut-être qu'il faut être même un peu moins nombreux. Et retrouve du sens. Et retrouve du sens. Et retrouve du Non, parce que sens. ça, on Le entend le sens. discours. Je crois qu'on n'a pas travaillé, en tout cas chez nous, on a fait un grand plan d'entreprise où on a associé 12 000 des 17 000 collaborateurs. Ça, je trouve, franchement, sans faire... ça a changé, je crois, la manière, il faut le demander aux collaborateurs, dont ils perçoivent l'entreprise. Voilà. Une sorte de démocratie participative. Oui. Frédéric Guyonnet et Sébastien Proto. Juste Arnaud, ça nous arrive de rencontrer des salariés qui ont honte de dire dans leur cercle familial ou dans leur cercle d'amis qu'ils travaillent dans une banque. Enfin, ça fait mal au cœur quand La même. majorité, d'ailleurs. Parce qu'il faut qu'on fasse plus de pédagogie aussi sur ce qu'on fait. Sébastien Proto, excusez-moi, quand vous évoquiez tout à l'heure le débat des erreurs, enfin en tout cas de ne pas savoir vendre vos métiers, je pensais à l'armée qui a fait d'énormes efforts. Enfin, quand on voit les clips aujourd'hui qui donnent envie d'être pilote d'avion, je ne parle même pas de Top Gun version 5, mais leurs clips, objectivement, on a envie de devenir mécano sur un porte-avions. On a hyper envie de pouvoir réparer. Et ça marche, parce que quand on regarde les chiffres RH, ils ont une attractivité des métiers. Est-ce qu'il y a une réflexion à mener, on va parler de la Société Générale, mais dans l'attractivité, dans les messages à faire passer aux jeunes qui sortent d'école et leur dire « mais venez, c'est bien la banque ». Non, mais incontestablement, l'industrie bancaire, c'est une industrie qui se vend très mal. Qui se market très mal, pour prendre un terme un peu anglais, pardon, mais c'est absolument essentiel. La comparaison que vous faites avec l'armée, elle me semble tout à fait pertinente. Bon, peut-être juste pour prendre quand même 2 pas de recul, vous avez beaucoup d'industries dans le monde, ce n'est pas une problématique française, qui sont confrontées à des salariés qui ne veulent plus y travailler durablement et qui veulent changer. Bon. Ça, c'est un élément de contexte important. Deuxièmement, Mais qui ne touche pas que la banque, il faut le non, préciser. ça, c'est toute industrie, mais la finance et la banque en particulier sont dans les 3 industries que les collaborateurs veulent quitter. Deuxièmement, c'est particulièrement en termes d'image fort en France. Ça ne veut pas dire que ça soit intensément plus fort en France en termes de départ, hein, mais en termes d'image, je pense qu'il y a une problématique française, parce que je suis d'accord avec Michel. Honnêtement, c'est une industrie qui est quand même mal aimée, y compris des pouvoirs publics ou de la classe politique plus Depuis exactement. 2008, j'ai lu que les chiffres avaient encore Et progressé. oui, on depuis en porte 2008. nécessairement une part de responsabilité. On aime son conseiller. Mais, on aime son Mais conseiller, quand bien on sûr. est bien avec son Mais conseiller, on aime on sa reste dans sa de banque manière pour le générale. conseiller. On aime sa banque, c'est tout le paradoxe. Ah oui, paradoxe. c'est bien vrai. Le tout le paradoxe. taux d'appréciation du conseiller est très très élevé. Et plus on s'éloigne, ou de l'agence d'ailleurs, puis après plus on s'éloigne, sa banque, les banques... voilà. et C'est la intéressant. finance, Vous nous dites, face au président du SNB, que finalement, quand on aime sa banque, c'est pas la banque qu'on aime, c'est le conseiller qui nous a fait un sourire. Quoi. Mais C'est vrai. Mais ça joue un rôle fondamental. Et donc, en conclusion, il faut forcément qu'on travaille, nous, sur l'image que l'on renvoie, l'image des banques, et qu'on se vende davantage. Et donc c'est vrai qu'on a eu un rôle majeur pendant le Covid, il est reconnu. Les Français, par rapport à 2008... Mal connu. Il est quand même reconnu, mais on n'a peut-être pas suffisamment capitalisé là-dessus. Et donc il faut qu'on fasse ce travail, je suis d'accord avec vous, et qu'on y réfléchisse collectivement. c'est collectif, Ensuite, il y a les collaborateurs. Et les collaborateurs, bien sûr, ils bénéficieraient d'une meilleure image. Et donc ils diraient plus facilement, je travaille dans une banque. Bon. Mais après, il y a, est-ce qu'ils vont rester dans la banque? Moi, ce qui me gêne, c'est qu'on a des collaborateurs qui, au bout de 2 ans, comme dit Laurent, s'en vont. Vous avez fait beaucoup d'efforts pour les recruter, et vous en avez un certain nombre qui vous quittent assez vite. Bon, donc ça Pour veut des dire motifs que de quoi? De fatigue, d'épuisement, de lassitude? les motifs sont souvent variés, mais c'est sûr qu'on n'a pas rendu les choses suffisamment attractives pendant les 2 premières années. Donc ça veut dire qu'on a encore des efforts à faire sur les outils de travail, les méthodes de travail, le cadre de travail et le sens. Les rémunérations, puisque Bien c'était sûr, évoqué. mais ça va pour moi dans C'est- le cadre c'est de le- travail de manière générale. D'accord. Et vous avez le sens. C'est vrai que être capable d'expliquer à un collaborateur de la banque ou un jeune diplômé qu'une banque aujourd'hui, c'est au cœur de la lutte contre le réchauffement climatique, de la protection, au fond, de beaucoup de sujets de sécurité.
protection des données, mais ça va bien au-delà. Le financement du terrorisme, c'est une des raisons pour laquelle les banques sont souvent aussi mobilisées. Donc il y a une variété de sujets, et là encore, je pense qu'il faut qu'on l'explique davantage. Juste, Laurent Mignon et Nicolas Terry, je ne vous ai pas donné la parole parce que je sais que vous avez des choses à dire sur ce sujet. J'entends quand même, alors Frédéric Guyenet évoquait la honte de collaborateurs de ne pas oser dire en public et en famille qu'ils travaillent dans une banque. Et là, j'entends quand même, à contrario, qu'il faudrait que les collaborateurs deviennent finalement les ambassadeurs des actions positives menées par la banque, les investissements climat, et un certain nombre de choses. C'est compliqué, ça, parce que vous les sentez tiraillés, vos collaborateurs, vous aussi ? Ouais, je partage notamment un point qui me paraît très fondamental, c'est le fait que des gens qu'on a recrutés récemment repartent. Et ça nous interroge beaucoup parce qu'on a à la fois la conviction d'être des entreprises collectivement qui ont un bon contrat social, qui sont soucieuses de promotion. Moi, j'ai été très frappé, j'ai rejoint le secteur bancaire il y a 13 ans, très frappé de sa dimension intégratrice de la capacité qu'il avait à organiser des carrières très prometteuses et tout. Et aujourd'hui, malgré ce contrat social, malgré le fait qu'on ait une industrie, je trouve, de très grande qualité, une des principales industries françaises, on a ce décalage alors effectivement, nos conseillers sont appréciés. Donc, pour moi, il y a un enjeu collectif, et je le dis à Laurent, président de la Fédération bancaire, et à tous ceux qui s'en sont occupés et qui continuent de s'en occuper, je pense que cet enjeu collectif de fierté, qui est de dire, quelles que soient les différences entre nos entreprises, quelquefois on survalorise les différences entre les entreprises. On fait le même métier, il y a une fierté collective et je trouve qu'on devrait plus la valoriser. Voilà. Et quitte après, en ce qui nous concerne, chacun à valoriser nos spécificités, c'est humain. Mais quelquefois, si je peux balayer un peu devant notre porte, on a toujours tendance à trouver qu'on est un peu meilleur que les concurrents immédiats, alors que le vrai enjeu, c'est probablement les GAFAM et puis les nouveaux modes de fonctionnement et de vie. Ouais. Et en tout cas, moi, c'est un des axes que j'aimerais beaucoup développer au sein de la FBF, avec notamment les partenaires sociaux. J'ai l'impression que vous allez tous vous revoir parce que là, vous posez des sujets qui sont des sujets transversaux à la banque, à votre secteur industriel. La question des managers, la question de l'organisation des formations, parce que vous soulevez aussi la manière dont la formation existe. Elle existe, il y a des catalogues, on propose des formations, mais les qualités sont médiocres, les collaborateurs ne s'y retrouvent pas. Comment on les accompagne vraiment à franchir le pas ? Alors d'abord, je partage tout à fait l'idée que le sujet, je le disais dans mon propos introductif là-dessus, le sujet de la fierté d'appartenance à un secteur qui a un rôle majeur dans la société est très important. Et il faut redonner ce sentiment de fierté aux collaborateurs. Bon, mais ça c'est de l'image, c'est important, mais c'est pas suffisant. Quand les collaborateurs partent au bout de 2 ans, c'est pas parce qu'ils sont venus, donc ils ont franchi la barrière de la fierté. Ils sont venus. Vous savez pourquoi ils repartent au bout de 2 ans. Lassitude. Ça prouve que non, mais peut-être qu'aussi on leur a vendu quelque chose qu'ils n'ont pas vécu. Souvent, quand quelqu'un part tôt, c'est qu'il a constaté une différence fondamentale entre ce qu'on lui a dit quand il est arrivé et ce qu'il a vécu pour le reste, tous les jours. Et donc là, notre responsabilité, c'est de s'assurer que justement, ce qu'il vit comme expérience de collaborateur dans une agence ou dans un back-office ou ailleurs, partout, correspond à ce qu'on lui a vendu. Et là, je pense qu'on a un travail important de refonte. Alors nous, on travaille beaucoup sur de la formation de plus en plus personnalisée. On a tout un programme qui s'appelle Progresser dans le réseau, etc. Et là, la technologie, on parlait de technologie pour nos clients, mais on a une technologie pour nos collaborateurs, je suis tout à fait d'accord. Il ne faut plus les mettre 15 avec la même formation dans la même salle. Il faut des formations personnalisées qui correspondent aux besoins de progrès des uns et des autres, et puis s'assurer qu'on a un bon accompagnement des collaborateurs. Plein de sujets ont été évoqués. Mais je pense que cet enjeu-là, qui est de s'assurer qu'il y ait plus d'adéquation entre la promesse qu'on fait aux collaborateurs qu'on recrute et ce qu'il vit pendant les 2 premières années, quand il est resté plus de 2 ans après, voilà, ça passe. Le taux de démission est beaucoup plus faible. C'est 2 ans. Cette période-là, elle est très très importante. Avant de nous quitter, parce que évidemment le débat touche à sa fin, j'entendais mieux avec moins. Il y a ce débat aussi d'offrir aux collaborateurs plus d'autonomie. C'est en tout cas ce que j'entends du côté de Michel Mathieu. Mieux avec moins. Est-ce que vous souscrivez à cette idée ? Parce que ce n'est pas parce qu'on est très nombreux qu'on fait bien.
Mais nous, on est une Excusez-moi. banque, non, mais nous, on est une banque mutualiste régionale. Donc, par définition, les décisions, elles sont ancrées dans les territoires avec des niveaux de délégation qui correspondent à ça. Mais bien entendu, l'essence même d'un groupe mutualiste, c'est la proximité de la prise de décision avec le terrain. Nicolas Terry, un mot pour peut-être conclure avec Sébastien Proto qui s'est moins exprimé sur cette partie. Cet enjeu des salariés, leur autonomie, leur accompagnement, la formation, faire en sorte qu'ils ne partent pas et faire en sorte, on ne l'a pas évoqué encore, mais d'attirer de nouveaux métiers et de nouveaux talents, parce qu'on comprend aussi que la tech attire de nouveaux talents. Peut-être qu'il y aura plus besoin d'ingénieurs, de programmateurs et de spécialistes du cloud que de spécialistes bancaires. Enfin, je noircis le tableau, mais en tout cas, vos métiers évoluent et changent. Nos métiers sont très diversifiés, mais je pense que on a dans les domaines de l'assurance, de l'informatique, de la banque, les mêmes soucis. Pour moi, le mot-clé, c'est l'autonomie. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir démontrer à nos collaborateurs qu'ils ont une responsabilité pleine et entière de leur portefeuille de clientèle, une responsabilité pleine et entière du développement de telle ou telle application, de la construction de tel ou tel contrat. Et je pense que tout à l'heure, j'entendais le mot d'organisation militaire. Il y a deux organisations militaires, comme on le sait tous. C'est qu'il y a le commando parachutiste qui fait au mieux dans le terrain qui lui est confié. Et puis, il y a, mais ça commence à remonter, les blindés face au pacte de Varsovie. Bon, je pense qu'on est un métier commando, qui est vraiment dans l'autonomie, la capacité d'action et d'adaptation. Et je pense que là-dessus, on a beaucoup d'efforts à faire. Alors, la personne qui le comprend le moins, c'est le superviseur, qui, lui, a un sentiment que une banque, c'est presse-bouton, on va mettre des normes partout et tout le temps, et rien ne fait plus obstacle à l'autonomie que ça. On aurait pu d'ailleurs consacrer une émission entière à la réglementation, qui est un des éléments aussi qui peut aussi contribuer à du stress, à des difficultés pour les collaborateurs, et puis ces espèces de volumes de règlements qui sont obligés évidemment d'appliquer à la lettre. Merci Nicolas Terry. L'émission se termine. C'était passionnant de voir des acteurs de l'industrie bancaire se parler dans une émission extrêmement décontractée. Sébastien Proto, est-ce que vous voulez conclure sur cette question du numérique et des enjeux et des salariés? Parce qu'on voit quand même qu'il y a un lien très fort entre les deux. Non, mais je pense que si on veut rendre nos métiers plus attractifs, au-delà de toute la problématique d'image qu'on a évoquée, qui est très importante pour envoyer un sentiment de fierté plus grande, franchement, le grand défi pour les banques, c'est d'être en capacité de gérer ce choc réglementaire qui existe depuis des années, qui va croissant, qui a transformé profondément le métier des conseillers et de manière générale des équipes. Et vous pouvez toujours leur promettre des lendemains glorieux si vous n'êtes pas capable d'automatiser le plus possible pour absorber ce choc réglementaire, vous leur mentez. Parce qu'ils se noient dans ce... Parce que leur quotidien devient extrêmement pesant de ce point de vue-là. Et si les gens s'en vont, au fond, au bout de 2 ans, c'est qu'ils ont compris que la promesse d'être banquier est en partie fausse quand vous consacrez beaucoup de temps à des tâches qu'ils considèrent être des tâches administratives. Et donc, ils ne veulent pas rentrer dans une bureaucratie, ils veulent être banquiers. Donc, le grand défi pour nous, en termes d'investissement, c'est d'accélérer la transformation de ce choc réglementaire pour l'absorber et libérer ce temps commercial. Et je le redis, tant que ça, ce n'est pas fondamentalement fait, vous pouvez raconter ce que vous voulez aux jeunes recrues, ça ne marchera pas. Donc évidemment, avec le risque de survendre, donc, pour évidemment. Moi, c'est l'un de nos défis stratégiques, on en a beaucoup, on les a évoqués aujourd'hui, mais celui-là, il est vraiment majeur. Et tous les sujets, je le redis, sont imbriqués. Bien sûr. Ouais. La tech, et c'est pour ça que la technologie, c'est ce qui nous permet aussi d'absorber ce choc réglementaire efficacement. L'émission se termine. Je voudrais d'abord vous remercier, messieurs, remercier Nicolas Terry de s'être rendu disponible en visio. Je crois que vous avez pu vous exprimer dans un temps à peu près équivalent. On n'avait pas de chrono, mais je vous remercie, Nicolas Terry, pour votre discours. Vrai, authentique président du groupe Crédit Mutuel. Je voulais remercier Michel Mathieu pour son langage franc et direct, directeur général de LCL. Mais bien sûr, mais c'est peut-être l'accent du Sud. Sébastien Proto, membre du comité exécutif du groupe Crédit Agricole. Merci d'être venu sur le plateau. Sébastien Proto, merci d'être venu aussi avec votre franchise. Et merci à Laurent Mignon de nous avoir rejoint, président du groupe BPCE et puis président de la Fédération bancaire française. Frédéric Buennet, un petit mot, parce que vous êtes celui qui avait le moins parlé pendant ce débat. Vous avez beaucoup écouté. C'est normal, il faut que les dirigeants puissent s'exprimer puisqu'ils répondent à nos questions, donc il fallait leur laisser la place. Merci à tous les 4 d'avoir accepté notre invitation dans cette émission en prise directe. Merci au nom des salariés du secteur bancaire. J'espère que
Les salariés auront trouvé des réponses à leurs questions avec vos interventions. Et puis, vous connaissez le SNB, si on constate des anomalies sur ces sujets-là, on sera là pour vous interpeller. Il a tapé du poing sur la table. Vous avez vu, il y a un petit tapement de poing sur la table. C'est un signe. Merci à vous, Frédéric Guyonnet. Merci à vos équipes qui ont préparé l'émission en coulisses, à toutes les équipes du SNB. Merci à vous, messieurs, de vous être rendus disponibles pour une première, parce que c'était une première. Vous vous êtes parlé librement. Et merci à Frédéric Guyonnet. Merci. Merci à vous, merci au Studio Victoire. Et puis je vous dis à très bientôt. Si vous voulez réagir, il y a un site, vous le trouverez facilement sur le site du SNB parce que forcément il y aura des réactions. Évidemment, vous allez le découvrir en ligne sur la chaîne YouTube, émission en prise directe, facile à trouver. Je vous remercie, c'était un vrai plaisir de partager ce moment avec vous et je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro de En prise directe. Bye bye.